Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité d'ouvrir ce colloque, ce qui est quand même pas une mince tâche parce qu'il y a tellement de choses à dire à propos des changements climatiques, du milieu urbain. Et donc, le but de ma présentation, ça va être de peut-être rapidement faire un survol et parler de ce que je connais un peu plus, la science des changements climatiques, l'importance du monde urbain. Je vais aussi peut-être dire quelques mots au sujet de l'importance quelque part de réaliser que l'on progresse graduellement en adaptation au changement climatique et que donc c'est une science appliquée qui évolue année après année. Plus les travaux de recherche vont de l'avant, plus l'application sur le terrain se déroule. Et naturellement, je vais glisser quelques mots sur Ouranos et donc notre approche pour tenter de développer une science appliquée pertinente pour la prise de décision. Alors, encore une fois, on l'a vu en septembre dernier. Ouranos avait organisé d'ailleurs un événement média pour convoquer un peu tout le monde, les médias, les organismes, les ONG, pour donc diffuser les dernières conclusions du 5e rapport du GIEC. Alors, pour beaucoup de scientifiques, ça sonne beaucoup comme de la répétition, 5e rapport du GIEC. Donc, ça fait 20 ans, quelque part, qu'on parle des changements climatiques. Et il y a toute une panoplie de façons de le présenter. Ici, vous avez une figure que moi, personnellement, j'aime bien, qui montre les anomalies de température pendant la décennie 70, 80, 90, 2000, qui montrent très clairement le réchauffement qui se matérialise, avec des chiffres qui montrent l'évolution du climat à l'échelle du globe, sur les surfaces terrestres, les surfaces océaniques, et donc des rapports du GIEC qui sont toujours un petit peu plus alarmistes et qui constatent et qui mesurent des observations significatives. Ceci étant dit, il est très tentant pour les scientifiques de passer très rapidement à autre chose et d'oublier ces messages de base-là. Par contre, nous, ce qu'on réalise en travaillant avec les gens du terrain, c'est qu'il ne faut pas oublier de présenter continuellement ces informations-là parce que c'est pas acquis dans la population, c'est pas acquis au niveau des décideurs. Et en fait, même tous ces graphiques-là ne font souvent pas le travail. Il faut souvent présenter des images beaucoup plus frappantes, spectaculaires, et qui deviennent même parfois un peu délicates scientifiquement. On peut faire le lien directement entre ce genre d'images et les changements climatiques, mais c'est clair que lorsqu'on va au terrain, sur le terrain, c'est souvent de ce type de matériel-là qui permet de faire une sensibilisation équivalente aux graphiques que je vous ai présentés précédemment, ce qui a tendance à faire le travail auprès des gens un peu plus techniques. Alors, autre aspect, pour les changements climatiques, on utilise des simulateurs climatiques assez complexes. Nous-mêmes, à Ouranos, on utilise des simulateurs climatiques pour tenter de reproduire les climats historiques. Alors ici, vous avez simplement la simulation de la température de surface selon un simulateur. On n'impose pas de changement climatique, on fait simplement reconnaître les patrons de température pour voir si nos simulateurs font le travail. Et maintenant, de plus en plus, on est capable donc de faire une compatibilité entre ces vastes scénarios de changement climatique et les impacts sur le territoire, les températures, les précipitations. Donc, pour le Québec, il y a de plus en plus d'informations à haute résolution. Et en fait, des températures de plus en plus élevées l'hiver, particulièrement élevées vers le nord. Alors, on parle de changement de température à l'horizon 2050 qui pourrait aller sur l'extrême nord de plus 6 à plus 8 degrés Celsius. Alors, c'est des changements vraiment très importants que les gens sur le terrain ont probablement pas... disons que ce n'est pas facile de traduire ça concrètement. Qu'est-ce que ça peut donner comme résultat en bout de ligne? Et ça aussi, ça constitue un défi, donc, de prendre cette science-là et de la rendre concrète et utilisable concrètement pour ces différents utilisateurs-là. Alors, encore une fois, dans le rapport du GIEC, on avait des tableaux très compliqués que je ne connais pas grand décideur qui s'enfouit dans ces genres de tableaux-là pour tenter de les comprendre. Et donc, encore une fois, il faut vulgariser. Il faut tenter de simplement dire qu'il y aura davantage de journées, de nuits chaudes, de vagues de chaleur, de pluies abondantes et d'orages qui vont créer des problèmes aux infrastructures d'évacuation d'eau, etc. Et donc, quelques façons un petit peu plus simples de pouvoir expliquer que des changements de moyenne, particulièrement au Québec, peuvent apparaître comme une bonne nouvelle pour certains. Mais lorsqu'on regarde attentivement les changements de fréquence, d'intensité et de durée des extrêmes, c'est là qu'on réalise que même au Québec, ces changements-là ne seront probablement pas tellement positifs.
Encore une fois, ce qui fonctionne bien avec les gens sur le terrain, c'est lorsqu'on traduit ça dans le quotidien, dans le concret. Donc, alors, d'un côté, on a des changements climatiques qui se produisent graduellement et subtilement liés au changement de moyenne, et ça de plus en plus d'acteurs du terrain, particulièrement, selon moi, les gens du Grand Nord du Québec, qui, pour eux, je crois que c'est rendu presque acquis, clair, qu'il y a des changements du climat. On remarque d'ailleurs que ce sont des populations qui sont beaucoup plus proches du territoire, beaucoup plus proches de leur réalité climatique, alors que dans le sud du Québec, avec nos infrastructures, etc., on s'est un peu déconnecté de ces conditions climatiques-là. Mais donc, encore une fois, le défi de faire le lien entre les scénarios climatiques que je vous ai montrés précédemment et des impacts très concrets qui se produisent sur le territoire. Et ce qui fait en sorte, notamment pour le sud du Québec, on est obligé, et en fait, c'est de là que vient l'intérêt, je crois, des changements climatiques ou de l'adaptation qui émerge, je dirais, de la base ou des gens du terrain. C'est le lien, donc, avec les extrêmes climatiques, puisque fort probablement que les extrêmes climatiques, comme je l'ai illustré précédemment, constituent un peu un genre d'avant-goût de ce que deviendra la norme climatique pour l'avenir. Et donc, ce que nous aussi, on réalise dans notre programmation, c'est que cette connexion entre la science et les gens terrains qui font face à toutes sortes de problèmes, et donc ce lien avec les conditions récentes ou les conditions des 10 dernières années, nous permet de peut-être davantage valoriser les scénarios climatiques pour la suite des choses, avec des événements concrets qui se produisent sur le territoire et qui donnent donc cet avant-goût de ce qui deviendra la norme pour la suite des choses. Alors tout ça, en fait, ce sont des images, non pas nécessairement des changements climatiques à venir, mais en fait, oui, ce l'est dans une certaine mesure, mais c'est aussi du passé. C'est les 10-15 dernières années au Québec, continuellement ces événements-là. Il y a des gens déjà sur le terrain qui nous disaient qu'un décideur peut peut-être ignorer un événement climatique extrême, mais lorsqu'il y en a autant sur un territoire, presque tous cohérents avec les changements climatiques, ça devient un petit peu plus difficile d'ignorer ce genre d'événements-là et de phénomènes. Alors, de plus en plus, donc, on s'intéresse à la fois à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais malheureusement, on est obligé de plus en plus de reconnaître que le changement climatique est déjà bien en cours, qu'il y a des impacts qui se matérialisent graduellement et subtilement sur l'environnement naturel, l'environnement bâti, la sécurité, la santé des populations et les activités socio-économiques. Même nous, à Ouranos, on se fait continuellement dire qu'il faut chiffrer économiquement les coûts de ne pas agir versus les coûts d'agir pour convaincre davantage les décideurs de s'intéresser sérieusement au problème. Et donc, de plus en plus, en fait, au cours des prochaines années, on va y mettre beaucoup d'énergie. Mais ici, la table ronde nationale de l'économie et l'environnement, qui a été démantelée au cours des dernières années au Canada, avait fait une évaluation. Donc, le coût de ne pas s'adapter au Canada était pour être de l'ordre de 21 à 43 milliards de dollars à l'horizon 2050. Donc, c'est beaucoup d'argent et c'est important. Et donc, tout ça fait en sorte que de plus en plus de nations, de plus en plus de gouvernements régionaux, la province du Québec, par exemple, qui développent des stratégies d'adaptation, ma foi, assez cohérentes et assez intéressantes. Alors ici, vous avez la synthèse là, de la stratégie québécoise d'adaptation qui a été développée par le gouvernement du Québec, avec des orientations transversales, d'investir dans la recherche pour l'orientation 2, dans la sensibilisation, la communication, la formation, orientation 3, dans l'aménagement du territoire et la gestion des risques à l'orientation 4, et avec des orientations sectorielles en lien avec l'environnement naturel, bâti, l'activité socio-économique, la santé, sécurité des populations. Et dans le titre de la stratégie, on utilise donc le mot résilience, donc reconnaissance qu'il faut que le Québec s'équipe des ressources, des connaissances, de l'information, puisse être capable de gérer les changements parfois prévus, parfois imprévus qui vont se produire. Alors, en fait, je dirais un peu partout à travers le monde, il y a toutes sortes de ces stratégies, de ces politiques-là qui se développent par des gouvernements nationaux et les gouvernements régionaux. Mais ce qu'on constate de plus en plus, vraiment, c'est dans la question de l'adaptation au changement climatique, c'est le rôle vraiment déterminant des villes. Alors, les villes sont vraiment, je dirais, à la jonction entre les grands engagements
nationaux et d'ailleurs qui ne semblent pas donner grand-chose depuis 20 ans, pour être franc. Et la population, le territoire, les acteurs sur le terrain. Et donc, je pense que vraiment les villes jouent un rôle à la fois d'adapteur, de catalyseur, d'intervenant qui est responsable de la réglementation. Par exemple, on pense au Québec. Oui, le gouvernement du Québec donne les grandes orientations en aménagement du territoire, mais en bout de ligne, ce sont les municipalités qui aménagent le territoire et donc les municipalités deviennent donc un joueur particulièrement important. Important parce que, naturellement, c'est lui qui offre, ce sont les villes qui offrent les services à la population, toutes sortes de services à la population qu'on voit ici imagés, qui organisent en quelque sorte le territoire, qui exploitent le territoire de plusieurs façons, qui fournissent de l'eau potable, qui doit gérer l'eau sur le territoire. Et naturellement aussi, les villes sont affectées par ces changements du climat, par les événements extrêmes, de différentes façons. Alors au Québec, ce qui est très populaire, au grand désagrément des municipalités d'ailleurs, ce qui est très populaire au cours des 5-10 dernières années, c'est vraiment les enjeux autour de l'eau. Donc l'explosion des réclamations aux compagnies d'assurance, liées notamment à des événements extrêmes, mais aussi au vieillissement des infrastructures qui font en sorte que les villes, les municipalités sont moins résilientes aux extrêmes, aux changements climatiques qu'ils l'étaient autrefois. Et là, les avocats s'insèrent dans la discussion et ça peut devenir passablement pénible. On avance aussi en adaptation. Par exemple, avec la Ville de Montréal, on a déjà fait des projets par le passé autour des enjeux d'adaptation liés aux infrastructures d'eau, par exemple. Et c'est intéressant parce que, bon, à l'époque, en fait, dès le début, quand on commence à aborder l'adaptation, pour chacun des problèmes, on a une solution d'adaptation. Et en fait, ce qu'on réalise, c'est que lorsqu'on discute naturellement avec les départements de génie d'une municipalité, la première solution d'adaptation aux événements extrêmes, c'est de surdimensionner les ouvrages, surdimensionner les tuyaux. Ensuite, lorsqu'on a des problèmes d'assèchement des sols et de lézardement de fondations, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se promener avec des grosses citernes et on va essayer d'humidifier les sols le plus possible, etc. Plein de moyens d'adaptation auxquels on peut penser. Mais en bout de ligne, ce qu'on réalise lorsqu'on regarde ça, peut-être dans une deuxième vague d'analyse de l'adaptation, c'est en fait constater que toutes ces solutions d'adaptation-là ont tendance à avoir des coûts et qu'il est probablement beaucoup plus valable à un certain point de regarder ça comme un système complet, de façon un peu plus holistique, pour réussir, par exemple, à arriver avec des solutions de ce genre-là, c'est-à-dire de plutôt prendre des stratégies qui vont tenter de à la fois compter sur davantage de verdure et d'intercepter davantage les eaux de pluie pour tenter donc de ne pas avoir à collecter cette eau-là, pour tenter du même coup de répondre à la problématique d'assèchement des sols. Et tout ça en aidant naturellement une stratégie qui voudra compter sur la végétation pour combattre les îlots de chaleur. Et donc, pour montrer qu'en quelque part, puis en fait moi-même, j'avoue, à la fin des années 90, lorsque je parlais de changement climatique aux ingénieurs, alors je leur disais qu'il fallait surdimensionner leurs ouvrages. Alors, c'est bien la preuve qu'on évolue dans le temps. Et donc, de plus en plus, on arrive avec des stratégies qui sont de plus en plus intéressantes. Alors ici, j'ai pris un exemple des habitations Jeanne-Mance où on a transformé un stationnement en îlot de verdure qui devient donc un îlot de fraîcheur et qui va permettre graduellement de rendre Montréal une ville plus verte, plus plaisante, et tout ça au grand bonheur de la population. Ce qui est vraiment, je trouve, intéressant de cet exemple-ci, c'est que la question des îlots de chaleur est peut-être un des rares exemples, notamment au Québec, où on n'a pas attendu d'avoir un événement caniculaire extrême, un petit peu comme les Français ont eu en 2003, pour commencer à prendre des actions proactives pour tenter de réduire la question des îlots de chaleur. Alors, à la blague, j'aime bien dire merci, collègues français, d'avoir vécu cet événement extrême-là et de nous avoir permis, pour une des rares fois, de tirer des leçons de ces événements-là, puisqu'on le sait, ça c'est une autre caractéristique de beaucoup de décideurs, on a tendance à faire beaucoup plus d'adaptation réactive que d'adaptation proactive.
Alors, c'est clair qu'à chaque fois qu'il y a un événement, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre, habituellement quelques mois à peine, pour pouvoir faire avancer l'adaptation. Donc, rapidement progresser pour aller vers une petite description de ce qu'Ouranos tente de réaliser. En fait, ce que je voulais dire, c'est que depuis l'existence d'Ouranos, en fait, depuis à peu près 12 ans qu'on existe maintenant, depuis 2002, ce qu'on réalise aussi, c'est que l'ensemble des problématiques que l'on aborde progressent graduellement vers l'adaptation. Et donc, au début, il y a tout un défi de faire de la science avec l'objectif presque exclusif de sensibiliser les décideurs au simple fait qu'il y a des changements climatiques. Et donc, de reconnaître que les îlots de chaleur, par exemple, sont un problème. D'ailleurs, pour être franc, en 2001, nous avions approché le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour participer au consortium Ouranos. Et ils l'avaient refusé. Ils avaient dit que ce n'était pas prioritaire, ça ne semblait pas particulièrement important. Et donc, en 2003, nous sommes retournés les voir et ils ont accepté de joindre le membership. Et donc, reconnaître l'enjeu est une première contribution de la science. Deuxième contribution, naturellement, est de comprendre les impacts, les vulnérabilités, de façon à se préparer, à créer une certaine capacité, à ensuite passer à l'action, mettre en œuvre des solutions d'adaptation. Et une fois qu'on a mis une solution d'adaptation, en fait, ce qui arrive, c'est la surprise, même chez les décideurs, de dire « Ah, mais ce n'est pas terminé. La première solution d'adaptation n'était peut-être pas la solution d'adaptation optimale. » Et donc, ça peut être un choc pour certains de réaliser que ce n'est pas parce qu'on s'est adapté une première fois qu'il ne faudra pas s'adapter, et même au contraire, avec un climat qui change continuellement. Il est important d'évaluer les résultats obtenus et de s'ajuster pour finalement s'en aller vers une gestion adaptative qui va permettre d'intégrer la réalité des changements climatiques, un peu comme on intègre la réalité de l'évolution économique, la réalité de l'évolution démographique, et donc maintenant la réalité de l'évolution climatique qui n'est plus stationnaire comme on l'était autrefois. Et donc Ouranos, je pense, avec son réseau de chercheurs, avec les gens de l'Université de Montréal, avec des gens de plein d'autres universités, a pu évoluer dans sa programmation scientifique pour faire le constat que je viens de vous présenter. Et donc, très rapidement, qu'est-ce que c'est Ouranos? Alors, Ouranos vise à développer, coordonner de la R&D interdisciplinaire, appliquée en changement climatique, faire des connexions avec les usagers terrain, avec les décideurs, soit à l'échelle municipale, mais particulièrement à cause de notre membership aux échelles provinciales, pour tenter de leur permettre d'intégrer les changements climatiques dans leur politique publique, dans leur mode de gestion des ressources en eau, par exemple, etc. Et donc, on a dans notre programmation scientifique, je passe rapidement quelques acétates, en fait, dans notre programmation scientifique, disons, il y a à peu près 2 ans, parce que présentement, on est en phase de fermeture de la programmation de la phase 2, on avait environ une centaine de projets, et pour chacun de ces projets-là, on a une petite fiche synthèse que vous pouvez aller voir sur le site web d'Ouranos. Ici, très rapidement, notre programmation scientifique qui se décante en programmation scientifique en sciences du climat, en vulnérabilité, impact, adaptation, avec différents programmes qui se développent. Voyons, j'ai de la misère avec ma souris. Qui se développent non pas juste à l'interne dans nos locaux à Montréal, mais aussi à travers le réseau universitaire et d'utilisateurs pour développer de plus en plus des connaissances qui correspondent avec le niveau d'évolution dans la boucle d'adaptation que je vous ai présentée précédemment. Alors, un exemple ici pour le programme d'environnement bâti qui est coordonné par Nathalie Blot, qui est ici dans la salle présentement. Alors, Ouranos, je dirais que tente de jouer un rôle de leadership ou de coordination de ce développement de la science multidisciplinaire-là, mais aussi cette coordination ou cet arrimage entre des gens qui ont à développer des politiques publiques, qui ont à prendre des décisions sur des investissements en infrastructure, par exemple, et la communauté universitaire qui, elle, cherche à développer des connaissances, des outils d'aide à la décision, etc. Et donc, ici, vous avez toute une ribambelle d'acronymes qui rappellent que, quand même, tous ces joueurs-là ont un rôle à jouer, détiennent une des pièces de puzzle de la question de l'adaptation au changement climatique, mais on a tendance à accorder relativement peu d'énergie à s'assurer à ce que ces pièces de puzzle-là puissent s'insérer l'une dans l'autre. Et donc, c'est l'un des objectifs d'Ouranos de vouloir intégrer tout ce beau monde-là ensemble pour faire avancer l'adaptation et donc de créer cette capacité-là vers l'externe, vers tous les utilisateurs potentiels
de la science. Donc, ça nous donne, je dirais, une ribambelle de documents, soit des documents synthèse, ici le guide des municipalités du Québec, pour le Québec, les fiches projets, des rapports scientifiques. De plus en plus, Ouranos va se diriger vers Internet pour rendre des ressources disponibles. Ici, vous avez un exemple là, du Centre d'expertise hydrique du Québec qui a développé un atlas sur l'évolution des débits et des quantités d'eau dans les rivières du Québec, qui deviendront des outils de plus en plus intéressants. Et donc, je conclus là-dessus, les messages à retenir, que le climat change. Je pense que la salle ici est passablement convaincue, mais ce n'est pas le cas à d'autres endroits. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation sont la solution, je dirais, globale face au changement climatique. Rappeler le rôle important des municipalités, notamment en termes d'aménagement du territoire, et aussi de travail, de permettre de développer une science qui va donc être concrètement utilisée par les gens qui ont donc à faire face concrètement en première ligne aux extrêmes climatiques et aux changements qui se matérialisent. Sur ce, je vous remercie. Et bon colloque.